Mediapart Live continue. On se penche cette fois sur deux des problématiques les plus importantes du cinéma français, où se croisent sexisme et racisme. D'un côté, l'absence de diversité et de l'autre, les inégalités femmes-hommes persistantes dans un milieu désespérément dominé par les hommes. Pour en parler avec nous, 4 invités, 4 femmes. Aïssa Maïga, je commence par vous. Vous êtes comédienne et vous êtes à l'origine de ce livre Coup de poing, paru début mai aux éditions du Seuil. Noir n'est pas mon métier. C'est votre témoignage et celui de 15 autres consoeurs, noires ou métisses, qui racontent un quotidien fait de brimades, de remarques racistes sur scène, au théâtre, dans votre travail. Et des discriminations parce que vous êtes assigné avant tout à votre couleur de peau, à votre origine ethnique. Ce livre est aussi né parce qu'il a été aidé par le contexte de libération de la parole dû à l'affaire Weinstein. Et je retiens cette image. Vous avez marqué cette année le Festival de Cannes. Ouais. Quand vous voyez cette image... Aïssa, vous dites... Qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis qu'il y aura un avant, un après, parce qu'on s'est mis en ordre de marche pour porter notre témoignage dans un lieu hautement symbolique du cinéma français, en présence de la presse française, mondiale. Je ressens de la fierté, je ressens... voilà, c'est une image d'unité et de confiance, de détermination. Et en même temps, j'ai envie de dire, les choses ne changent pas. J'ai couvert la manifestation contre l'esclavage le 23 mai et une partie du collectif Noir n'est pas mon métier était là, notamment Mata Gabin, qui me racontait qu'au lendemain de votre montée des marches à Cannes, un directeur de casting l'avait contacté pour lui proposer un rôle de femme de ménage. Bien sûr, elle a refusé, mais pour elle, me disait-elle, c'est le signe que ce directeur de casting m'envoyait un signe en me disant « Allez-y, parlez, dénoncez, mais je ne vous entends pas ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je vais me tourner vers vous, Rachel Kahn, qui est une autre co-auteure de cet ouvrage. Vous êtes, vous, également comédienne. Qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, de voir que le chemin est encore long avant de pouvoir briser? Alors, le truc, c'est qu'avec Aïssa, Sonia et plein d'autres, et les auteurs, nos consoeurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'attend plus. C'est-à-dire qu'on n'attend plus, on a commencé à écrire un livre, on a monté ses marches de manière symbolique, c'est pas une fin en soi, c'est juste un début. Et que maintenant, oui, ce directeur de casting, le pauvre, après, il ne vit pas avec son temps, et ce n'est pas grave, mais nous, en tout cas, on prend notre vie, notre profession en main, notre métier en main, et l'objectif, c'est de porter le cinéma français en France, en Europe et à travers le monde. Et pour ça, on a une responsabilité. On ne va pas le laisser mourir, on ne va pas le laisser être inégalitaire et tout ça. Voilà. Alors, une autre co-auteure est avec nous, de Noir n'est pas mon métier, Sonia Roland. Bonsoir. J'ai envie de poser à chacune d'entre vous cette question. C'est quelle a été pour vous la pire des humiliations que vous avez vécues? Parce que ce livre est une claque. Je vais lire un court et bref extrait. En fait, c'est le chapitre 1, le témoignage de Nadège Bossondiane. Juste quelques lignes. J'ai tout entendu lors de casting. Trop noire pour une métisse, pas assez africaine pour une africaine. Heureusement que vous avez les traits fins. Je veux dire pas négroïde. Enfin, vous faites pas trop noir, ça va. Vous parlez africain? Pour une noire, vous êtes vraiment intelligente. Vous auriez mérité d'être blanche. Oh, la chance d'avoir des fesses comme ça. Vous devez être chaude au lit, non? Ben non, vous ne pouvez pas être le personnage. C'est une avocate, elle s'appelle Sandrine. Elle n'est pas, enfin, vous voyez quoi? Elle est blanche. Sonia, vous, quelle a été votre pire humiliation? Pire humiliation? Ouh là là. Alors, moi, j'ai pour... En
En fait, j'aime pas garder ces souvenirs-là. C'est vrai que ça a été pour nous toutes un peu douloureux, hein, finalement, de coucher ces mots, de se remémorer ces humiliations, justement, et puis de les formuler. Mais en même temps, c'est comme ça aussi qu'on s'en débarrasse et puis qu'on se rend compte, finalement, qu'on a dépassé tout ça. Pour le mettre au profit de la construction, chacune, on a essayé quand même de dépasser tout ça pour construire des choses et je pense qu'on a fait toute preuve de grande résilience. Mais ce livre, je pense, s'adresse beaucoup plus aux jeunes femmes qui seraient tentées d'arrêter, en fait. Et on ne veut pas qu'elles arrêtent. Et puis, ça s'adresse aussi aux femmes qui ne font pas forcément ce métier, mais qui font d'autres métiers et qui vivent ce genre d'humiliation aussi dans leur domaine d'activité. Et en fait, moi, s'il fallait que je parle de certaines humiliations, ça rejoint un peu tout ce qu'on a lu, ou tout ce que vous avez lu aussi dans ce livre. Mais c'est toujours très douloureux, quoi. Après, c'est plutôt des choses que moi, j'ai tournées en dérision. Par exemple, comme je suis métisse, souvent, c'est posé le problème de la couleur de peau de mes enfants. Et je disais évidemment que ça dépendait de la couleur de peau du père. et du coup, c'est là où je me dis, mais c'est fou, quoi, parce qu'il n'y a même pas de... L'imaginaire n'existait pas, en fait, dans la tête de des gens qui sont en face de moi et qui se posaient ce genre de questions. Et je me suis dit, il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Que vous dites dans le livre que, si je me souviens bien, vous avez failli ne pas obtenir un rôle parce que vos interlocuteurs ne savaient pas répondre à cette question, savoir quelle serait la couleur de l'enfant de votre personnage. Et du coup, j'ai dû envoyer des photos de mes enfants. Parce que voilà, elles sont blanches, mais au moins pour leur expliquer que tout dépendait en fait de la couleur de peau du père. Voilà. Mais non, on en est encore là. Après, bon, il y a des choses qui vont évidemment évoluer parce qu'ils ont plus le choix. Il faut vraiment, comme tu disais, qu'ils s'inscrivent dans une réalité qui est la nôtre et puis dans une époque qui est la nôtre parce qu'on est quand même très en retard, quoi, dans le cinéma français. Et voilà. Après, moi, j'ai été, comme beaucoup d'entre nous, très stupéfaite, voire très triste, en fait, de constater que certaines d'entre nous ont vraiment vécu des choses. Moi, j'ai été beaucoup sauvée aussi par le statut qui est le mien de personnalité publique et qui fait que certains n'osent pas aller dans ce genre de verbe, quoi, en face de moi. Mais c'est après, vrai que ce livre donne à voir un racisme tout à la fois ordinaire et systémique. Exactement. On a avec nous une quatrième invitée, Rebecca Zlotowski. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice, scénariste, engagée. Je ne suis pas co-auteur de Noir n'est pas mon métier, mais je vous adore. Mais vous êtes... vous co-présidez le collectif 50-50 pour 2020, J'en fais partie, il n'y a pas de présidence. Qui a été lancé par l'association Le Deuxième Regard et qui est soutenu par 300 personnalités de cinéma. 1000 maintenant. 1000, vous voyez, ça va vite. L'objectif est simple, c'est la parité à l'horizon 2020, la parité dans toutes les sphères. On va des conseils d'administration d'institutions publiques culturelles, aux groupes privés, aux syndicats professionnels, aux festivals, aux jurys, aux écoles de cinéma. Quand vous entendez les différents témoignages, même si vous n'avez pas encore eu le temps de découvrir Noir n'est pas mon métier, comment vous les accueillez, ces témoignages qui nous montrent un envers du décor bien évidemment scandaleux, en tant que réalisatrice, en tant que scénariste. Certaines actrices racontent notamment comment parfois une réalisatrice est OK pour que l'acteur, l'actrice soit noir, mais il y a une fin de non-recevoir, par exemple du producteur, de la productrice. Alors ça, moi, je ne connais pas cette économie qui mettrait en opposition le choix d'un réalisateur et le producteur, parce que je viens d'une économie plus modeste, de films vraiment d'auteur, dans lequel, en France, en tous les cas, les réalisateurs ont en vérité, et les scénaristes ont toute licence pour imaginer. Et disons que le défaut de représentation, il vient beaucoup, disons, des directeurs de casting et des réalisateurs et des scénaristes. Donc je prends ma pleine responsabilité là-dedans. Si vous me demandez ce que je ressens, c'est une totale solidarité, quoi. Une solidarité, beaucoup de tristesse. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter la lecture intégrale de votre livre parce que j'ai honte. Et c'est un sentiment de honte qui vient en tant que citoyenne française et aussi en tant que membre de l'industrie. C'est-à-dire, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand je me retrouve au contact de jeunes actrices, de réalisatrices, de scénaristes qui deviennent des alliés au fur et à mesure. D'ailleurs, au fur et à mesure de cet activisme féministe égalitaire, en fait, je dirais plutôt en quête de justice sociale. Et disons que je ressens une certaine intersectionnalité de ces luttes-là et ça me met au contact de membres de mon industrie que je ne connaissais pas, que je ne fréquentais pas, du fait de tout un tas de dispositifs d'endogamie sociale qui font qu'on reste avec des gens avec lesquels on a fait nos études, avec lesquels on se retrouve dans les écoles, etc. etc. Et donc un effet de solidarité, beaucoup d'effroi,
Et puis l'impression que c'est quasiment une lutte, et ça je le dis sans démagogie, que c'est une lutte qui est prioritaire quasiment. J'ai l'impression que si on commence à négocier la place des femmes, elle est comme au carré en termes d'injustice quand il s'agit de femmes de couleur. Je mets aussi les femmes arabes et dans cette catégorie-là parce qu'elles ont tout autant de problèmes de représentation et de stéréotypage. Mais je mets aussi les hommes, je mets aussi les femmes. Disons que j'ai l'impression qu'il y a une grande question stéréotypale à poser aujourd'hui et les plus démunis, les moins lotis, c'est vous. C'est certain. Alors, comment on sort justement des clichés? Parce que voilà, le premier des clichés, c'est celui-ci. C'est on vous demande de jouer la prostituée, la nounou, la maman, la femme de ménage. Sonia Rolland, je disais que vous disiez, voilà, vous, on vous propose tantôt le rôle de la catin, en tout cas souvent dénudée. Voilà, comment on sort des clichés, et notamment à l'aune de ce que racontait Mata Gabin, qui disait, voilà, moi, on m'a d'office proposé un rôle de femme de ménage. Aïssa? Je trouve très intéressante la réaction de Rebecca Zlotowski. Pour plusieurs raisons. D'abord, merci de cette solidarité, ça fait du bien. En ayant écrit ce livre, on s'est senti un peu moins seul, à 16. Et puis maintenant qu'il qu'il est lu très largement d'ailleurs, on se sent accompagné par tout un tas de gens qui ne sont, comme le disait Sonia, pas forcément des actrices noires, pas forcément des gens qui travaillent dans l'industrie, mais qui partagent la vision qu'on a du monde qui nous entoure, les valeurs qu'on défend. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Cette dimension-là, elle est très importante parce que c'est celle qui permet d'articuler une pensée de façon collective et d'envisager des actions et pourquoi pas des solutions. L'autre chose que je voulais dire, c'est que la honte, elle est peut-être naturelle, mais on n'a pas écrit ce livre pour que nos interlocuteurs soient plongés dans une forme d'effroi qui les paralyserait. Ce qu'on a cherché à faire, c'est d'abord raconter de façon très honnête nos vécus de comédienne. On a cherché à focaliser le regard sur le groupe très particulier qu'on forme. Nous sommes des femmes, nous ne sommes pas blanches. Et du coup, les questions qu'on aborde à travers notre prisme, elles rayonnent sur l'expérience de beaucoup d'autres, qui sont en effet des hommes noirs aussi, évidemment, qui ne figurent pas dans ce témoignage. J'espère qu'il y aura un d'eux, et que leurs voix seront entendues également, et sont également les voix des femmes qui sont arabes, qui sont asiatiques, qui sont la plupart du temps totalement invisibles ou stéréotypées comme nous. En fait, tous ceux qui ne sont pas blancs, voilà. Il fallait résumer en fait. Blancs, ouais. Les Français. Parce qu'il s'agit de ça. Ouais. Aïssa, vous êtes à l'initiative du livre. Comment le livre est-il né? Est-ce que c'est un projet qui est ancien pour vous et que le contexte qu'a rappelé Rachida a rendu soudain possible et moins difficile? Est-ce que c'est une rencontre avec un éditeur? L'année dernière, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas commun de voir une actrice... qu'elle soit noire ou pas noire. Écrire, bravo le stéréotype. Bon, toi, fais attention. Non, mais être à l'initiative d'un livre, c'est quelque chose de assez extraordinaire. Donc, comment est-ce que le livre s'est fait? L'écriture me travaille depuis très longtemps. Et l'année dernière, je suis tombée sur un texte que j'avais écrit il y a à peu près 20 ans. Et dans ce texte, j'expliquais ce que je vivais dans des situations très concrètes. C'était vraiment un texte très documenté sur les situations de casting que je vivais et la rage que je ressentais là, du fait de cette injustice et de cette assignation dans un endroit qui était extrêmement étriqué et souvent insultant. Et ce texte, je l'ai recherché, je ne l'ai jamais retrouvé, mais ça m'a fait du bien de retomber dessus parce que je me suis rendu compte que nous ne nous sommes jamais tus. Tout autant que nous sommes, nous avons toujours pris la parole. Nous avons toujours écrit, nous avons toujours interpellé, que ce soit sur les plateaux de télé à l'occasion de promotion de films, que ce soit dans des journaux, dans des moments dédiés à la question de la diversité. Nous avons toujours pris la parole et nous avons le sentiment de ne jamais avoir été vraiment entendus. Donc le livre, il est né de 20 ans de prise de parole dans une forme de désert. Et puis, l'an dernier, j'ai vu, non pas le documentaire, mais le teaser d'un documentaire. On m'a envoyé un lien, et ça s'appelait Aïssa Maïga, point d'interrogation. Ça m'a intriguée. Wow. Oui. J'ai cliqué, et là, j'ai vu
une femme noire, je saurai plus tard qu'elle s'appelle Amandine Gay, une afroféministe française, qui interroge d'autres femmes noires françaises. Et elle leur demande, chacune, de citer le nom de 5 actrices noires françaises. Et le montage est édifiant, parce que ce qui résonne, c'est le vide. Et ce vide-là est venu raviver une rage qui ne s'est jamais tout à fait éteinte. Parfois, elle s'atténuait, parce qu'en 20 ans, il y a eu des signes positifs, il y a eu l'émergence de quelques visages, il y a eu des moments où le débat a affleuré comme ça, ou même s'est imposé autour des années 2005, 2006, on s'en souvient, 2007, 2008. Et puis rien. Et puis le vide. Et puis les enfants qui grandissent. Et l'idée que peut-être, dans 20 ans, je ne serais pas capable de les regarder dans les yeux si, au-delà de mes petites victoires personnelles, je n'aurais pas été capable de mettre en œuvre quelque chose de l'ordre de la révolte et de l'indignation active. Et suite à toutes ces choses-là, j'ai écrit un texte vraiment pour me soulager. Je suis partie en tournage. Et quelques mois après, quand je suis revenue, j'en ai parlé à Charlotte Rothman, qui est éditrice et journaliste. Et elle a saisi la balle au bond. Et ensemble, nous avons ensuite, toutes les 16 écrits en très peu de temps. En très peu de temps, en un mois. Ouais. Et en fait, quand j'ai envoyé des SMS, ça s'est fait de façon très simple aux actrices que je connaissais. Celles que je ne connaissais pas, je les ai contactées par message privé sur Instagram. Et les réactions ont été immédiates. On avait besoin de prendre la parole et d'exprimer nos vécus et notre vision. Parce qu'au-delà des témoignages, il s'agit aussi d'une vision vraiment de valeurs qu'on défend. Je peux rebondir juste par rapport à ce que tu disais, Aïssa. J'ai participé à ce documentaire d'Amandine Gay et effectivement, elle nous a posé à toutes la question « Citez-moi des actrices noires ». Et toutes, je pense, on a répondu Aïssa Maga. D'où le point d'interrogation à Aïssa Maga. Mais ce qui se passe, même avec Rebecca, c'est en fait, il y a dans la société française un fantasme que les femmes se crêpent le chignon. C'est vrai. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on démontre vraiment le contraire, on est dans une démarche matricielle de construction où les choses, on les crée ensemble et au lieu de se crêper le chignon, eh ben non, on fait des tresses, quoi. Entre nous, c'est exactement l'inverse. Et même, entre guillemets, lorsqu'on est actrice, soi-disant avec des égos et des machins, on arrive, parce que l'enjeu est tel, à construire véritablement ensemble. Et comment... Alors, j'ai lu une tribune qui était signée par vous, où vous disiez, voilà, moi, j'ai une double assignation, c'est que je suis noire et je suis juive. Et vous disiez, voilà, quand est-ce qu'en France, on aura des artistes miroirs de notre société? Alors, un Denzel Washington, une Whoopi Goldberg, une Sammy Davis, un Morgan Freeman... Ils ont tous des noms un peu choisis exprès. Oui, mais justement, non, mais comment on fait? Je vous pose la question à toutes les quatre, et vous, Rebecca, qui êtes réalisatrice, scénariste, qui quand vous écrivez vos scénarios, quand vous vous lancez dans un film, voilà, est-ce que ça vous traverse cette idée-là justement de coller à la société d'aujourd'hui, à cette société multiculturelle, mais en n'étant pas dans les clichés, c'est-à-dire le jeune enfant issu des quartiers populaires dont les parents étaient des immigrés du Maghreb, vous ne lui donnez pas un rôle de délinquant. La jeune femme qui est noire, vous ne lui donnez pas un rôle de femme de ménage. Comment... Alors c'est... Je rebondis juste sur... Quand je parlais de honte et d'effroi, je parle de tristesse combative. Ensuite, combative et en solidarité. Et pas du tout en condescendance. Parce qu'il y a des courants, en fait, qui circulent, qui sont puissamment... Enfin, qu'on comprend, nous. Quand je dis nous, c'est les personnes qui ont été discriminées à un moment. Disons qu'il y aurait peut-être une espèce de ligne... Alors, je vais répondre à votre question. Mais genre, noire et juive. Waouh, chaud, double peine. Vous êtes seule en France, hein. Vous ne représentez personne. Oui. Non, je pense qu'il y a une responsabilité collective sur la question des représentations. Après, cette responsabilité, dans la mesure où la représentation, c'est une construction sociale.
Donc, être femme, c'est une construction sociale. Être homme est une construction sociale. Être juif, être arabe, être noir, être asiatique, etc. D'une certaine manière, même si c'est porté par des gens qui en portent la couleur. Évidemment qu'en tant que réalisatrice et scénariste, c'est quelque chose qui me... Alors, ça me travaille de 2 manières. La première, c'est que j'y pense, mais j'y pense parce que je suis entourée de gens qui sont différents, divers, et que moi-même, je suis entourée, je fais partie d'un monde qui n'est pas uniforme. Du fait de mes amitiés, du fait de mes goûts, du fait de mes amours, du fait de ma curiosité, du fait de ma mobilité sociale, ma condition de transfuge social qui n'est pas tout à fait la même que tout le monde, d'être née là où je suis née, mes 2 parents, pas forcément français, etc. Bref, il y a une mobilité qui fait que ça fait partie de mon monde. Donc forcément, il fait partie de mon imaginaire. Après, j'ai aussi envie de pouvoir avoir un imaginaire stéréotypal à certains moments. J'ai envie de m'autoriser à voir une femme avec un débardeur, je le montre comme si j'en avais un peu chiant. Mais par exemple, sur la question de la représentation des femmes, ça m'est arrivé de me faire allumer par des féministes quand je représente Léa Seydoux dans Grand Central avec un petit débardeur sans soutien-gorge, petit short, mini-short, dont Emmanuel Burdeau se souvient. Je l'ai à la maison. Je revendique aussi à ce moment-là la possibilité d'être traversée par un imaginaire patriarcal, stéréotypal, qui fait partie de ma libido, de mon érotisme. Bon, c'est comme ça. Je comprends, moi, que les féministes m'allument là-dessus, mais je comprends aussi ma liberté de représenter les femmes et les hommes tels que je le veux. Et je pense que la vraie question, elle n'est pas tant de... Moi, je n'ai pas de réponse à votre question sur comment ça change, mais j'ai un élément j'ai un élément de... Une voix à parler. J'ai un élément, en tous les cas, de personnel qui me guide, c'est la notion de conscience politique. Je trouve qu'à partir du moment où on a la conscience politique de ce qui se passe, on peut chacun avoir les cartes pour agir ou décider de ne pas agir parce que c'est pas son sujet, parce qu'on est comme Philippe Garrel et qu'on a envie de raconter des histoires d'amour, du sentiment, en noir et blanc, avec quelques configurations amoureuses qui sont merveilleuses, qui font partie de l'histoire du cinéma pour moi aussi. Je n'ai pas envie que ce cinéma-là disparaisse. Inversement, j'ai pas envie qu'on me demande, ça va être peut-être votre prochaine question, qu'on m'impose un quota d'acteurs arabes, d'actrices noires, d'actrices et d'acteurs. J'ai envie que mon imaginaire soit libre et non bridé. Après, tout ça, c'est OK, si on en a la conscience politique. Et de fait, parce qu'aujourd'hui j'en ai cette conscience, parce qu'aujourd'hui je suis entourée de femmes qui me donnent envie de m'intéresser à cette cause-là, qui me donnent envie de l'épouser, je ne peux pas faire comme si je ne la connaissais pas. Donc de fait, mes scénarios vont changer. De fait, je fais une série qui n'est d'un casting 100% arabe, par exemple. J'invente des personnages qui sont des personnages de comédie romantique pour une femme noire. C'est-à-dire, on fait bouger des paradigmes qui n'étaient pas forcément les nôtres avant, moi y compris. Cette conscience politique, pour moi, si on peut éventuellement... c'est ma position, qui est une position moins agressive que d'autres, et j'aime aussi la position agressive de consoeurs, de collègues, de confrères. La mienne, elle est plus insidieuse, je dirais, pour coller au cliché des Juifs, mais c'est énorme ce que je viens de dire, c'est le problème, c'est ce direct. J'espère que ce sera... C'est en direct. Évidemment, je peux le formuler. Ou Rachel. Mais disons que ma part politique, elle est d'amener les gens à en prendre conscience. Mais ce dont vous parlez, vous parlez des films à venir, mais c'est au cœur du dernier film que vous avez réalisé, Planétarium. C'est un film dont c'est une espèce de conte, c'est un film qui est une sorte de... mais qui est un film politique directement, quand même. Lié à cette question de la représentation, vous pensez ? C'est un film très complexe, donc je ne voudrais pas risquer de dire des bêtises. J'ai adoré ce film. Moi aussi, je l'ai. Merci beaucoup, chers amis. Merci. Donc je ne sais pas si c'était sur la... Enfin, j'essaie de me souvenir de l'histoire de ce film. Non. Je ne sais pas si c'était sur la... Je ne sais pas si c'était précisément sur la question de la représentation. Je sais que ça a fait partie de... Je pense qu'à l'époque, c'était... En tous les cas, ce qui est drôle, c'est que c'est... Alors là, je livre quelque chose que je ne peux livrer qu'après coup, comme une espèce de contemplation de son propre mystère. C'est que je sais que ça a démarré par ma tristesse à l'époque de l'affaire Dieudonné. Mais donc c'est fou en fait que vous parliez de ce rapport, parce que c'est vrai qu'au moment de l'affaire Dieudonné, je ne sais pas, moi je suis née en 80, l'affaire Dieudonné, c'est certainement le moment en fait de crispation collective le plus intense pour moi. Il a été ensuite suivi de beaucoup d'autres, mais pendant lequel je me suis vraiment effondrée de découvrir. Je pense que l'influence des réseaux sociaux y est pour beaucoup, de voir en fait ce qu'il y avait dans le cerveau des gens à ce moment-là de manière aussi frontale, apparaissant sur mon espace privé, etc. J'ai décidé par exemple de partir des réseaux sociaux à ce moment-là parce que je voyais de la violence. Bon. Et d'une certaine manière, Planétarium était une réponse, donc film qui mettait en scène dans les années 30
deux spirites, dont l'une mentait, l'autre pas, avec un producteur de cinéma qui était condamné à disparaître en camp de concentration et qui était très inspiré d'un producteur de cinéma, Bernard Nathan, qui avait possédé Pathé. Mais après, ça s'arrêtait là. Ensuite, c'est vraiment ce que je voulais dire, c'était qu'à partir du moment où on a pris la conscience de ces inégalités, quelles qu'elles soient, je pense aussi à une pensée marxiste de l'existence aussi, hein, de se dire où sont les riches, où sont les pauvres, qui sont les dominants, qui sont les dominés. C'est quelque chose de global qui traverse en fait le travail de quelqu'un. Et le problème aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression, mais même dans ces locaux, qu'il y a des gens qui n'en ont pas pris la conscience politique. Et que le débat, il se fait là. C'est-à-dire, on passe... Même dans ces locaux? Oui, je pense, non, pas vous. Je pense que vous avez déjà invité des gens qui n'en avaient pas pris la conscience. Je pense à Frédéric Bonneau de Mediapart, la dernière fois, de la Cinémathèque, pardon. La dernière fois que j'ai vu un live de Mediapart, c'était lui. Je ne pensais pas du tout en parler, mais c'est quasiment une caresse, un bisou que je lui envoie. C'est que je pense qu'il y a... bisous, sans doute. Une absence de conscience politique là-dessus et qui est liée à un malentendu, une incompréhension dans la manière de se formuler. De la même manière que vous avez dû avoir, je pense qu'on vit exactement le même moment que les gens qui vous parlent de racisme anti-blanc. C'est-à-dire, avant même de formuler la possibilité de se sentir exclu d'un débat, il faut comprendre juste que le débat existe, que la question est posée. Mais ce que vous dites, Rebecca, sans s'attarder sur le cas du dernier live, non, mais me permet de poser une question qui m'intéresse beaucoup et à laquelle moi, je n'ai pas de réponse. C'est quand même le sentiment qu'il y aurait dans le milieu du cinéma un certain type d'arriération qui serait peut-être plus marqué que dans la moyenne des milieux. Non, moi je crois pas. Non, c'est ma question. C'est pas mon expérience. J'ai l'impression qu'il y a autant de, au contraire, il y a plutôt des gens qui... Non, c'est pas mon expérience. Non, c'est plus parce qu'on fantasme le milieu du cinéma et le milieu comme de étant l'art un milieu en progressiste général. et comme étant un milieu éclairé. Donc forcément, comme on projette ça sur les milieux artistiques, on a un peu plus la distance, voilà, c'est ça. Ouais, plus déçus. Ouais, disons qu'il y a une responsabilité. Quand je parlais de responsabilité, moi je suis surprise de voir, si vous me permettez de vous poser cette question, de voir que vous êtes principalement des actrices qui prenaient la parole. Ce qui, dans le débat sur la parité en France, n'a pas été le cas. Les actrices ont suivi, on est vraiment entouré d'alliés très puissantes, actrices célèbres, moins célèbres, qui ont signé le collectif 50-50. Mais celles qui prennent la parole, c'est les réalisatrices, c'est les membres de l'industrie, c'est les distributrices, les vendeuses. Je me demande pourquoi. Comment se fait-il que, du côté en fait, du combat sur le racisme, c'est porté par des actrices noires et que les actrices se soient plutôt mises à distance et même que je ressente quasiment une sorte de méfiance, en fait. Est-ce que vous avez ressenti cette méfiance chez d'autres actrices ? On n'a pas tellement, enfin pour ma part en tout cas, rencontré beaucoup de comédiennes. Certaines se sont manifestées spontanément. Mais je crois que ce que vivent les actrices en termes de conditionnement, c'est vraiment ce que vivent toutes les femmes, mais de façon peut-être un peu décuplée, parce qu'on est censé être des muses totalement, absolument pas actives, passives, qui sont des femmes qui ne sont pas, incarnées, qui ne possèdent pas les rênes de leur propre vie, qui sont censées susciter le désir sans avoir... Mais aux États-Unis, pourtant, elles ont le même métier, c'est elles qui ont pris la parole. C'est vrai. Mais parce que je pense qu'il y a eu un trou ici. Hein. Attention, elles ont été soutenues par des femmes blanches. Moi, je l'ai vu très souvent et il faut remarquer aussi que ce sont des femmes souvent très puissantes qui ont leur mot à dire et qui font et défont un peu Hollywood. Et ce sont des femmes qui prennent la parole pour les femmes noires. Et ça, c'est très intéressant. En France, c'est très rare. Moi, il a été très rare d'avoir le discours que tu tiens et d'être témoin de ce discours-là. Le jour où, justement, moi, je réponds à cette question tout à l'heure sur la question de comment ça va évoluer. Ça n'évoluera que si les blancs de ce métier comprennent que c'est aussi leur combat. Parce que finalement, c'est un combat qu'on doit tous partager. C'est pas que... Moi, je me situe vraiment au milieu. Donc, je suis métisse d'un père blanc, d'une mère noire. J'ai toujours eu affaire à cette problématique des deux cultures qui ne se comprennent pas parce qu'elles ne dialoguent pas suffisamment. Et je pense que dans le métier, il y a un réel problème de dialogue. Les gens ont peur. Déjà, ils ont eu longtemps très peur de ce mot « noir ». On disait black, Renoir. On cherchait toujours un... Rebeu. Voilà, exactement. Mais ne serait-ce que ça évolue. Bon, je ne sais pas comment, je n'ai pas la solution aujourd'hui, mais je pense qu'effectivement, il faut déjà créer un dialogue.
Ce dialogue, il existe maintenant à travers ce bouquin. Je veux dire, personne ne peut nier ce bouquin. Ils sont obligés... Enfin, si toutefois, Noir n'est pas mon métier, il existe aujourd'hui. S'ils veulent connaître un peu l'expérience d'une femme noire dans ce métier, ils ont qu'à... Génial. Merci. On a déjà le livre est une première étape. Je pense que l'idée, sans faire d'effet d'annonce, ça va être justement d'instaurer le dialogue de façon très frontale. Et puis on ne peut plus nier ça. Voilà. Alors, il y a quand même des solutions un peu pragmatiques. C'est-à-dire, je dirais, premier temps, une prise de conscience. Deuxième temps, faire en sorte que dans la pièce du pouvoir, on soit représenté. C'est-à-dire que si on se retourne et qu'on se dit, mais on n'est que entre blancs, bizarre. Alors, bien sûr, c'est bizarre de voir plein de femmes noires sur des marches. C'est un peu le cas chez j'ai envie de dire. Les amis. Mais j'ai envie de dire, les prises de conscience, elles sont là dans certaines catégories du cinéma, comme dans d'autres domaines professionnels de la société française. Mais en même temps, le constat, il est toujours là, en fait. La diversité, elle, continue d'être absente. Absente du cinéma, absente de la télévision, absente ça des dépend. médias. Par exemple, dans la série, non. C'est Non, intéressant de voir que dans la série, ça change. Ça évolue. Alors, ça change beaucoup de choses. Parce que dans la série française en France. Oui, très clairement. Pardon, allez-y. Donc, non, mais il y a effectivement des évolutions, mais quand même, quand on se pose comme ça autour, par rapport à, par exemple, à ce qu'on voit aux États-Unis, on en est encore très, très loin. Alors, je voulais pas vous interrompre sur le constat que je partage, parce que je trouve que ça n'est pas du tout... je veux dire, c'est concernant. En revanche, la raison pour laquelle je pense la série a empiété sur la pensée du cinéma, même d'un point de vue collectif, ce en quoi je m'inscris en faux, parce que je crois que le cinéma existe encore, que la série, c'est autre chose. J'ai autant de plaisir à en voir que d'aller au cinéma. Bon, je trouve que c'est un débat qui est un petit peu... derrière-garde. Mais la série a prospéré, je pense, sur une absence de représentation au cinéma de la diversité, de l'inclusion, comme on dit, en fait. Parce que même diversité, c'est bizarre, parce qu'en fait, le Inclusion Rider des Américains, c'est quand même super beau comme titre, c'est d'inclure. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, il y a eu des privilégiés, j'en fais très certainement partie du fait de mon statut de blanche, et les hommes blancs le sont un petit peu plus encore, etc. Ça, c'est des chiffres qui nous le prouvent. C'est très difficile, par exemple, de faire prendre conscience à un homme avec qui vous discutez qu'il appartient à une catégorie en fait, de privilégiés, parce que lui-même ne se sent pas appartenir à un groupe. Le groupe, c'est uniquement le discriminer. Maintenant, donc, si la série a pris ce pas, c'est parce que, en segment de consommateurs, ils se sont rendus compte qu'il y avait un public, quoi. C'est ce qu'on a vu avec Black Panther. D'un coup de théâtre dans le monde, il y a une énorme manne de consommateurs, je termine juste ça, qui est totalement disposé à se reconnaître, s'identifier dans des personnages qu'on ne nous montre plus. Et je crois que, je pense à This Is Us, une série américaine, justement, qui me contacte, un garçon adopté noir, ses parents blancs, je sais pas, c'est des succès énormes. Et des séries, absolument. Je pense qu'il y a eu d'un côté les segments de consommateurs, ça vient des États-Unis, c'est-à-dire on va filmer... Bon, il y a beaucoup d'obèses dans la société. Filmons Rosanne, série des années 80, gros succès. Beaucoup de personnages, jusqu'à Gandolfini dans les... Moi, je pense beaucoup au statut des gros dans le cinéma américain. Je me dis, c'est formidable. Sauf que Rosanne, c'est un cas plus compliqué. Mais la pauvre, oui. Elle a mal tourné. Ouais. Mais ça veut dire qu'elle s'est parfaitement intégrée aussi, d'une certaine manière. Voilà. Est-ce que Rosanne serait pas... Est-ce que le Trumpisme de Rosanne serait pas un succès total ? Donc bon, d'une certaine manière, parce que bon, après aussi, la discrimination la plus forte, en fait, et les chiffres le prouvent, c'est la grossophobie, en fait, tout compris. C'est ni les Arabes, ni les Noirs, ni les femmes, ni les Juifs, ni les musulmans, c'est les gros. Oui, parce qu'on peut être noir et gros, ou juif et gros, c'est ça le truc. Ça commence à faire... heureusement que c'est ça. Tout. Ouais. Peut-être quelques chiffres aussi sur les femmes, justement, pour montrer que c'est quand même difficile de faire bouger tout cela, même si effectivement le combat doit durer, etc. C'est le cinéma. J'avais quelques chiffres, notamment des différentes études menées par le collectif 50-50 pour 2020. Par exemple, la parité derrière la caméra. Alors, le nombre de réalisatrices a augmenté depuis 10 ans, plus 4 points de pourcentage pour les films de fiction, plus 7 points de pourcentage pour les films de documentaire, mais elles ne représentent que 23% des cinéastes ayant réalisé au moins un film entre 2006 et 2016. Un film français sur 5, donc réalisé par une femme. Cannes, qui est le modèle par excellence de tout ce qu'on ne fait pas pour la cause des femmes. Une palme d'or pour une femme sur 71 éditions. Palme d'or ex aequo, avec un homme. Oui, ça arrive. Cette année, seules 3 réalisatrices en compétition pour 21 films. Ou encore une autre étude, 20% des Césars remportés par des femmes depuis leur création il y a 42 ans. Bref, on a l'impression quand même que c'est... extrêmement laborieux. Oui, attendez, d'abord, c'est normal. Je veux dire, les femmes ont le droit de vote depuis 70 ans. Ouais. Attendez, je veux dire, la société dans laquelle on vit, elle est inégale. On ne se réveille pas en 2018 en se rendant compte que
la place des femmes dans l'espace public, l'accès à l'autonomie financière, psychique, elle est récente. Donc, moi, j'estime que, je vais vous surprendre, mais j'estime qu'en France, alors Céline Sciamma serait vraiment contre ce que je dis, mais j'estime qu'on est dans une société privilégiée, disons, du point de vue de la place des femmes, en tous les cas dans l'industrie du cinéma pour les réalisatrices. Ça, je m'en rends compte tout le temps quand je voyage à l'étranger. C'est incomparable. On a plus de réalisatrices françaises qu'aux États-Unis. Ce 20%, ce 23% français, il tombe à 4, il tombe à 1% en Italie, vous savez. En Italie, on a discuté, on a dialogué comme ça avec des membres des autres collectifs qui ont été attentifs à ça ces derniers mois, et les chiffres sont vraiment à l'espantois. Après, je pense que je veux juste parler de solutions, quoi. Je crois qu'il y a vraiment un truc à faire J'ai peur d'un moment qu'on est en train de vivre qui serait un moment dans lequel, par exemple, nous ne sommes que des femmes sur ce plateau. Quand j'ai eu vos attaques... Non, c'est rien. Mais non, mais vous donnez la parole. Je suis habitué. La parole. C'est l'histoire de ma vie, mais on va en parler dans un troisième moment. Il n'y a pas de problème. Non, je trouve quand vous parlez de combat, je pense que c'est un débat, quoi. C'est un débat qui est mixte, qui est collectif. De la même manière que le débat sur la diversité, il doit être un débat inclusif. Le débat lui-même doit inclure des personnes qui ne sont pas spécialement issues de la diversité, comme on dit, mais qui sont dans une vision commune. Parce que l'idée, ça n'est pas de défendre une chapelle, mais plutôt d'arriver à construire, et de façon assez rapide. La notion de durée, elle me paraît aussi très, très importante. Par exemple, si je prends l'exemple de 50-50 2020, on est sur une durée extrêmement réduite. Alors, ça ne veut pas dire que l'objectif va être atteint. Je me trompe peut-être, je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'en tout cas, on induit l'idée que c'est maintenant, que le changement, ça ne doit pas être quelque chose qui va arriver lors de la génération suivante. Nous, on a vu énormément de gens arrêtés, péter les plombs, se renfermer, parce que la notion de... Je veux dire, à l'échelle d'une vie, 20 ans, c'est quand même beaucoup. 20 ans dans une vie active, c'est énorme. Donc, il me semble que les solutions, elles doivent être pragmatiques, non seulement du point de vue des outils, des leviers à mettre en place, mais aussi en termes d'objectifs ciblés sur une durée précise. Et ça, forcément, ça oblige à penser à des solutions concrètes. Et politiques. Concrètes, politiques. Et je voulais juste rebondir sur la notion de quota. Moi, ce que je constate, c'est que dans les prises de parole féministes aujourd'hui, générales, on va dire, la notion de quota est quelque chose qui a grandi. Je veux dire, ne serait-ce que l'espace d'un an ou deux, tu trouves ? Ça, c'est énormément. Le mot quota n'est plus un mot épouvantail. Oui. Il y a quelques années, on disait le mot quota, la discussion s'arrêtait tout de suite, parce qu'il n'y avait pas de débat. Moi, je l'ai dit souvent pour mettre fin à des discussions qui me font. Voilà, exactement. Pour rentrer à la maison. Très bien. Et du coup, au revoir. Et en revanche, aujourd'hui, on admet l'idée de discuter d'une solution qui pourrait être les quotas. Mais pour vous, ce pourrait être une solution de ce que j'ai pu lire. Quand on aborde cette question-là par rapport à la question de la représentation des non-blancs dans le cinéma, c'est un mot qui fait encore peur. Il fait beaucoup plus peur que dans les discussions liées aux droits des femmes en général. Et il me semble que si on veut un débat sain, la question des quotas, elle doit être discutée comme toutes les autres. Mais véritablement. Parce qu'on ne peut pas s'abriter derrière l'idée que la créativité serait bridée, pour rebondir sur ce que tu disais, parce qu'on peut le voir autrement. On peut aussi se dire que ça va libérer une créativité qui est bridée par ailleurs par un conditionnement qui date d'il y a très longtemps. Donc pour moi, cette question... Elle est passionnante à entendre là-dessus, Amandine. Alors je ne sais pas si c'est sa position, en tout cas c'est la mienne. C'est de dire qu'au moins il faut pouvoir en discuter. Et pour pouvoir en discuter, il faut s'instruire sur ces questions-là. Il faut qu'on aille interroger les chiffres, qu'on aille interroger toutes ces ressources qui sont aujourd'hui à disposition, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, même il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a accès à des chiffres, on a accès à des outils de mesure qui permettent de réfléchir aux solutions incitatives, quelles qu'elles soient, que ce soit les quotas ou autre chose. Par exemple, au rôle attribué à des personnes noires, de couleur, ça, on pourrait aller vers cela. Il y a quelque chose qui m'a frappée dans les différents témoignages que comporte « Noir n'est pas mon métier », c'est le vote, c'est quand vous racontez comment vous avez été...
l'actrice principale, et vous étiez très heureuse parce que c'était un des premiers grands rôles que vous décrochiez, d'une comédie romantique, dont je ne vais pas citer le nom parce que vous ne le citez pas de toute façon dans votre récit. Donc c'est une romance avec un célèbre acteur blanc. Vient le moment de l'affiche, vous pensez être, comme dans toutes les grandes romances, au centre de l'affiche avec lui. Et vous réalisez que non, vous n'êtes pas sur l'affiche, vous avez été tout simplement évincé, expulsé de l'affiche, qui a certainement, ils ont dû faire la version Aïssa, l'acteur blanc. Mais en tous les cas, ce n'était plus que cet acteur blanc qui était au cœur de l'affiche, comme si, avec une explication qui dit qu'en gros, si vous aviez été au centre de l'affiche, ça aurait fait peur aux gens dans le métro, etc. Et personne ne se serait précipité dans les salles de cinéma pour voir ce film. Du coup, moi, je me dis, mais si déjà mettre une personne noire sur une affiche pose un tel problème, comment on fait pour justement attribuer enfin des grands rôles de premier plan à des personnes non blanches? Alors, entre-temps, il y a eu l'arrivée des comédies communautaires. Les ch'tis, Tout ce qui brille. On peut même ranger dedans Intouchable, La vérité si je mens, etc. Et du coup, on a vu apparaître des acteurs, souvent des hommes, parfois des actrices, non blancs, sur les affiches de cinéma. Mais l'anecdote que je raconte, elle est intéressante aussi parce qu'elle se passe il y a 10 ans. Et qu'il y a 10 ans, on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu le débat sur la présence des minorités visibles sur les écrans français. Donc plus personne dans le métier n'est vierge. Tout le monde a été imprégné par cette question-là. Donc on est encore dans le tabou, mais en même temps, on est dans une avancée, parce qu'on prend l'actrice noire. On l'a choisie. On l'a choisie parce que ça fait moderne. Et je trouve que cette anecdote, elle est intéressante pour ça. Elle raconte le tiraillement, l'espèce de conflit interne, totalement inconscient, la plupart du temps, qui se jouait à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on nous voit apparaître sur des affiches, moi comprise, j'ai été présente la plupart du temps sur des affiches de comédie. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que ça pose la question de savoir, OK, bon, on peut être présent, voilà, on peut même apparaître de façon parfois concomitante. Quand le film « Il a déjà tes yeux » est sorti, il y avait le film avec Omar Sy, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec la petite fille, là. Et puis, l'Ascension. Et je me suis posée avec Lucien Jean-Baptiste, on s'est posé devant le cinéma et on était soufflés. Il y avait devant plusieurs cinémas, on était en tournée, on allait partout en province, 3 affiches de films français avec des Noirs. En comédie. Alors, le film avec Omar Sy, que je n'ai pas vu d'ailleurs, n'est pas qu'une comédie, c'est une comédie très sentimentale ou un drame un peu... Un peu dramatique, oui, je l'ai vu. Mais en tout cas, c'est un acteur qui est issu de la comédie, qui a gagné le cœur des Français par le rire, par la comédie. Et c'est à se poser la question, et par la télévision, évidemment. Et c'est à se demander si, en dehors de cette sphère d'assignation, peut-être, qu'est le rire, qu'est l'humour, il y a une possibilité pour les acteurs non blancs d'évoluer en France, aujourd'hui. Après, il y a quelque chose par rapport aux chiffres, ça c'est... Ouais. Mais justement, et par rapport à la singularité du cinéma français. Le cinéma français est une minorité en Europe et dans le monde, puisqu'on a un cinéma qui est soutenu par les pouvoirs publics, que ce soit CNC, les régions, etc. Alors, par rapport aux femmes, je crois que ça joue, puisque dans l'exception culturelle qui est portée au niveau européen, il y a exception culturelle, ça veut dire qu'on sort du droit à la concurrence pour préserver l'art, préserver le cinéma, pour que nos impôts soutiennent le cinéma, les créations, etc. Et que dans le cahier des charges de l'exception culturelle, il y ait la diversité. Donc je pense que ça joue à un certain endroit par rapport aux femmes, justement, qui réalisatrices, un petit peu par rapport aux autres pays européens. Mais après, dans ce cahier des charges, nous, on paye nos impôts. Et c'est quand même une problématique, en fait, de participer à la création collective et de ne pas y avoir accès. Et ça, c'est intéressant comme l'un des leviers, par exemple. Je trouve que... donc, on parlait de conscience politique au début. Après, alors, moi, j'ai une autre position par rapport... Je pense qu'il y a 30 ans, j'aurais couru sur les quotas. D'ailleurs, ça a marché aux États-Unis. Donc, alors, avec tout un cortège de pensée de la discrimination positive, je pense qu'en France, on n'est pas prêt.
Moi, à chaque fois que j'en ai parlé, je sais que ça n'interrompt plus une conversation, mais il y a un petit... Et donc, je pense que l'issue, en fait, du quota est absolument celle que je partage, mais j'ai tendance à penser que par l'incitation, par un effet de bonification, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez... Bon, ça devient un peu technique, mais c'est puisque tu l'évoques, c'est on rentre dans la façon qu'on a de financer le cinéma. Si on bonifie par Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, une bonification au COSIP, une bonification en fait sur les soutiens que tu obtiens avec la région Île-de-France, le CNC qui par ailleurs est assez exemplaire parce que c'est le privé qui est moins exemplaire que le public là-dessus, donc on est déjà, enfin les chiffres le prouvent. Mais si on vous dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir un plateau avec la moitié de chefs de poste féminins et masculins. Vous n'êtes pas obligé du tout. Mais si vous êtes paritaire, vous aurez une bonification. Oui. On va vous donner une prime. Voilà, je n'arrivais pas à trouver le mot. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Ben nous, on en touche une assez importante pour le plateau de ce soir. Enfin, pas moi. Je sais que... Donc voilà, je pense que ça, c'est un levier important. Le levier, je vous trouve très bien en t-shirt. Le levier de l'incitation, du challenge, pour utiliser un mot américain, il marche pour nous. Nous, comme vous, on pense que avoir accès aux chiffres, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si on n'a pas accès aux chiffres, si on ne peut pas genrer les statistiques, si on ne peut pas ethniciser les statistiques, ce qu'on peut aux États-Unis, ce qu'on ne peut pas en France, pour plein de raisons que je comprends, et pour lesquelles j'ai pas envie de me battre d'un point de vue juridique, mais on peut contourner cette loi qui est une loi vertueuse pour malgré tout avoir la proportion d'acteurs noirs, d'acteurs arabes, d'actrices, quels sont les rôles, ce qu'on peut identifier, même si, et évidemment, le mettre dans les mains de personnes les plus scrupuleuse là-dessus pour ne pas créer de fichiers. Robert Ménard, typiquement. Non, mais il existe des plateformes, par exemple. À un moment, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire? Je parle de choses très concrètes. Comment moi je peux faire pour avoir des techniciens qui sont arabes, qui sont noirs? Je vais regarder leur nom. Tu t'appelles Rachel Lang? Bon, bah, j'en sais rien. Non, Cannes, pardon. Pourquoi Rachel Lang? C'est une réalisatrice, excuse-moi. C'est une réalisatrice. Et c'est pareil, j'ai envie de dire. Enfin, en tous les cas, c'est... Donc, comment faire? Alors, il existe des plateformes type 1000 visages qui mettent, en fait, vraiment à disposition... Donc, voilà. Je dis ça, on n'aurait pas le temps en fait d'égrener tout ce qu'il y a à faire là maintenant. Ça fait partie des choses auxquelles vous travaillez en ce moment je sais pas, par exemple. Moi personnellement, pas du tout. Enfin, personnellement, on travaille avec 50-50 à poser la question de la conscience politique. On en est là, c'est-à-dire à mettre en place, à réunir de manière mixte. Donc vous discutez, pour l'instant, ce sont un peu plus que ça parce qu'on fait signer. Par exemple, l'action qu'on a menée à Cannes, elle avait deux fronts. Une action iconique qui était une montée des marges dans laquelle on a réuni pour faire parler d'un chiffre. C'est-à-dire qu'il était de 82, puisqu'il y avait 82 films réalisés par des femmes, même pas femmes, moins de femmes, parce qu'en fait, souvent, les femmes reviennent. C'est les mêmes réalisatrices qui sont invitées, mais bon, 82 films avaient été invités... c'est ça, non ? De quoi ? Continuez. Allez-y. Ils font des messes basses. Et oui... Donc 82 films réalisés par des femmes ont été montrés à Cannes en compétition, c'est ça depuis compétition officielle. Depuis le début de l'histoire des festivals. Absolument. Et du coup, donc, faire monter... Ouais, c'était ça. Et faire monter 82 femmes, c'était l'idée de l'incarner. Et puis aussi d'essayer de rééquilibrer des images que le Festival de Cannes, vous évoquiez tout à l'heure, avait fabriquées, qui étaient... J'étais heureuse cette année de voir votre montée des marches belle et joyeuse. J'étais heureuse de montrer la nôtre, belle et joyeuse aussi, qui rééquilibrait un peu l'image un peu triste, un peu sobre, qu'on avait vu des 70 ans du Festival de Cannes. Et de tous ces hommes uniformes un uniforme de smoking, qui recevaient leur palme d'or, qui se ressemblaient, qui se ressemblaient en âge, qui se ressemblaient en couleur de cheveux, en couleur de peau. Donc en fait, c'était aussi la proposition, en partenariat avec le festival, de rééquilibrer des images inégalitaires, en fait, inéquitables. Donc, et le deuxième versant, qui était pour moi la raison pour laquelle aussi on l'a fabriqué, je pense que les femmes savaient qu'il y aurait un versant plus austère, entre guillemets, et plus politique, qui était la signature d'une charte de diversité, enfin d'inclusion et de parité, dans laquelle on demandait des choses ultra simples, dont certaines étaient parfois performatives, du genre de nommer son comité de sélection. C'est-à-dire, le comité de sélection du Festival de Cannes, il existe, il est nommé par Thierry Frémaux, mais on n'en connaît pas vraiment la composition. Alors, l'idée, c'est pas de l'obliger à prendre 8 femmes, dont 2 noires, 2 arabes, 2 lesbiennes, même s'il le souhaite, il est tout à fait... je l'incite à le faire s'il le souhaite. Mais c'est surtout, en fait, un moment de regarder que son comité peut-être ne change pas, ou qu'il est. En tous les cas, quand on se regarde, on est obligé de se rendre compte de certaines habitudes qu'on a prises, de plis qu'on a pris, d'uniformités dans lesquelles on propose les instances de pouvoir. Donc ça, c'est notre action. C'est récupérer des chiffres, comme vous, faire en sorte de demander la parité dans les instances du pouvoir. Et une fois que les instances du pouvoir auront changé, ça, on peut agir. D'ailleurs, l'industrie en France, elle le fait. L'industrie, les comités d'administration des banques, elles sont paritaires. Hein.
Ils sont paritaires. Eux, ils y arrivent. Ils y arrivent parce que la loi les force. Dans la politique, on n'aurait pas vu des femmes émerger s'il n'y avait pas eu la nécessité d'avoir une parité. Bon, on se rend compte qu'elles disparaissent du politique. Oui. Mais bon, ça, c'est un autre débat. En tous les cas, si dans la pièce du pouvoir, on est différent, on est complet, on représente un peu mieux la société française, les choix seront différents. On n'aura même pas besoin d'imposer des quotas. Pour moi. Et du coup, il y aura un effet incitatif, vertueux, et on a envie d'y arriver. Et pour ça, je pense qu'il suffit de le demander en partenariat. On est très nombreux à le vouloir, en vrai. Alors, comment on fait pour que le mouvement, ou en tout cas ce que porte le collectif N'en est pas mon métier, qui a bénéficié d'un écho médiatique retentissant, ne retombe pas après avoir fait beaucoup de bruit, tout en menant en parallèle, vous, de votre côté, ce que fait le collectif 55 cette bataille des chiffres. Et puis les deux sont liés, de toute façon. Et bien évidemment, bien sûr. Il y a des discussions entre vous. Moi, j'adorerais qu'on réunisse les chiffres. Par exemple, nous, on bosse avec Dacha. C'est des gens, on a dû faire appel à des gens dont c'est le métier, mais en fait, ils font même appel à ça bénévolement parce que les chiffres n'existent pas. Est-ce que ça, vous y avez réfléchi? Alors, on discutait tout à l'heure, je vous disais, voilà, est-ce que l'idée, c'est aussi, par exemple, parce que ça va continuer, enfin, comme vous le disiez, rien ne se résout du jour au lendemain, et donc, il continuera d'y avoir des remarques racistes, des discriminations sur les castings, etc. Alors, c'est quoi? C'est pas un balance, comme on a fait Balance ton port, on ferait Balance ton directeur de casting, Balance ton réalisateur. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir d'abord, vraiment, d'inviter nos camarades qui font le cinéma français avec nous à nous retrouver autour de la table. On voit là qu'en 5 minutes, en échangeant, alors qu'on n'a pas le temps, on sait qu'on n'est pas venu pour ça, on sent, on pressent, et nous on le sait, qu'il y a pas mal de solutions possibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que du fait de notre expérience et puis de notre appétence pour ça, on va être en mesure de vraiment porter peut-être une espèce de boîte à outils auprès de chacun des corps de métier qui sont connexes au métier de comédienne. Je pense que la priorité, c'est évidemment les castings, les metteurs en scène et les producteurs. On peut mettre en place... Vraiment, je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on commence à peine... Enfin, voilà, on a écrit le livre en 1 mois. On a énormément travaillé pour pouvoir se retrouver à Cannes. Et on est à J plus 15 jours. Donc, on n'est pas non plus dans une sorte de frénésie pour occuper le terrain à tout prix. Je pense qu'il faut l'occuper de manière très pertinente et de façon à pouvoir mettre en place des mesures concrètes et surtout qui seront pérennes. Et la nouvelle génération, elle nous suit en plus. À fond. En fait, on est dans une démocratie et après, on ne peut pas, à un moment donné, cette schizophrénie de s'engager dans des rôles extrêmement politiques. Tout à l'heure, vous aviez la question, le sujet des migrants, etc. En plus, chacune d'entre nous, dans Noir n'est pas mon métier, on a tout eu quasiment des rôles de migrantes à Lampedusa, etc. Donc, un truc, c'est d'aller faire ces films-là pour exprimer quelque chose, à un moment donné aussi, d'avoir notre propre rôle politique et de prendre cette démocratie en fait à bras le corps pour ne pas lâcher et aller voir les institutions et même travailler avec les institutions et proposer des choses et être presque la nouvelle vague des institutions. Voilà. Beau programme. Sonia, ça me laisse sans voix. On se rapproche. Pardon. Je pense que c'est important qu'on se rapproche. On est déjà en train de commencer à le faire pour faire converger nos actions. Ça, c'est très important aussi. Ouais, on a bon espoir que ça change, que ça évolue surtout. Mais surtout parce que le public est en attente de ce changement, en fait. Très clairement, les films fonctionnent quand ils sont bien écrits, quand il y a des belles distributions, quand il y a un peu d'audace. Et parfois, c'est ce qu'on ressent aussi à travers nos récits, c'est qu'il y a un profond manque d'audace et de curiosité, quoi. Mais bon, ça va évidemment venir, de toute façon, grâce à ce cri.
J'ai une anecdote en tête que j'ai lue dans un de vos témoignages. Vous disiez, vous rencontrez un producteur américain assez connu, Quincy Jones, effectivement, et qui vous dit, Non, c'est intéressant parce que qui vous dit, alors, vous parlez du prince de Bel-Air. Enfin, il vous demande qui est le personnage le plus important du prince de Bel-Air, et vous dites Will Smith, et lui il vous répond absolument pas. C'est l'oncle Phil, parce qu'il représente quelque chose de totalement nouveau dans la télévision américaine. Donc c'est un noir, il est juge et il habite à Bel-Air. Il est riche. Dans l'inconscient collectif, c'est ce qu'il voulait absolument importer et puis et créer en fait. Mais ce qui est intéressant aussi pour l'anecdote justement du juif et du noir. Super génial. Non, c'est intéressant parce qu'ils ont une façon tellement pragmatique de voir les choses, d'imposer les choses. Il m'a dit cette phrase formidable quand il a contacté Spielberg. Il a dit, donc j'ai appelé mon ami Steven, je dis, you mean Steven Spielberg? Il dit, yeah. Et je dis, oui, évidemment, on a tous le contact de Steven Spielberg. Et il dit, tu es noir. Alors, il dit, on fait partie tous les deux des 2 minorités aux États-Unis. Je suis très fatiguée, excusez-moi. Je suis noire, tu es juif. On est obligé, si on veut faire avancer les choses, de s'organiser ensemble. Et c'est en ça aussi que les États-Unis... businessman Quincy Jones, là, sur le coup, quand même. Hein. Non, mais ce sont des minorités qui se sont organisées ensemble. Mais après, dans la musique et dans le cinéma, qu'on se le dise. Hein. Mais par rapport au cinéma français, c'est vrai que moi, j'avais travaillé, en fait, juste avant de recevoir le texto d'Aïssa, sur une thèse sur le cinéma français pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc le juif dans le cinéma français avec les films de Nova Film. Les films de Nova Film. Et c'est ce qu'on vit en tant que... Le personnage du juif dans les films pendant la guerre, c'était ça, c'était en fait... Votre table ronde. Exactement, c'était de la propagande. Comment on allait, à travers le cinéma, travailler sur, alors, soit le juif sale, mais soit le juif près de ses sous, avare, perfide, machin. Et donc, c'était un vrai vecteur de propagande. Moi, j'ai pas envie que mon travail se transforme en propagande. Je ne peux pas être collabo de mes frères et sœurs, de mes enfants, enfin, contre mes enfants, etc. C'est pas possible. Il y a peut-être une dernière chose, qui me tient à cœur aussi de dire, c'est je me suis rendu compte que ces stéréotypes, ils ne peuvent pas changer tant que ceux qui les portent, pas seulement. Alors évidemment, il y a une immense responsabilité du point de vue des acteurs et des actrices sur la question des représentations. Je parle uniquement sur la question paritaire pour l'instant, de la représentation du féminin, du masculin, qui a changé, qui est portée par des acteurs, qui n'est pas que la seule responsabilité des pouvoirs publics, des réalisateurs. Je pense à des actrices comme Adèle Haenel, des actrices comme Simone Signoret a fait ça. C'est des femmes et des hommes qui changent ce qu'on pense du féminin et du masculin. Donc ça, c'est, je trouve, totalement incarné par vous. Et après, il y a aussi une chose qui est dramatique, c'est que tant qu'il n'y aura pas de réalisateurs et de réalisatrices plus, en tous les cas, arabes et noirs, ce sera très difficile, en fait, d'avoir un imaginaire d'identification. Pareil sur les sélectionneurs de festivals, pareil sur... voilà, vous avez compris l'état d'esprit, c'est... On va commencer par se donner des marchepieds de manière un peu incitative, en tous les cas... Une attitude qu'on peut tous avoir au quotidien, qui est de valoriser ce qui vient de la discrimination. Et à tous les niveaux, ouais. Merci à toutes les 4. C'est la fin de notre débat. Merci. On a tout résolu, c'était super. C'est réglé, c'est fini. C'est réglé, c'est fait. Et on se retrouve, alors je ne sais pas si c'est dans 2, 3 ou 4 minutes, pour un dernier moment qui est un entretien avec l'actrice Marie-Sophie Ferdan, qui joue le premier rôle féminin du premier film français produit pour Netflix, qui s'appelle « Je ne suis pas un homme facile », et que Netflix a mis en ligne autour du 10 avril dans 191 pays en même temps. Donc, merci à toutes les 4. Merci Rachida. Merci. Et à tout de suite. Merci.